Bonjour et bienvenue pour le 3e tapis bleu de cette 18e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Un tapis bleu que vont notamment fouler ce soir Isaac de Bancolé, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Jérémy Régnier, Abdel Malik, Marie Gillin, Patrick Mille et enfin Muriel Robin et Louise Bourgoin. La course au Valois, comme chaque soir, on vous fait vivre la compétition au rythme du jury qui a vu ce soir 3 films, Furcine libre d'Abdel Malik, Mouganga de Marie-Hélène Roux et La Femme 2 de David Roux. Et on accueille tout de suite l'équipe de La Femme 2 de David Roux, son 2e long métrage, l'histoire d'une femme d'un riche industriel qui va peu à peu être enfermée dans sa vie et essayer de s'en libérer à ses risques et périls. C'est Mélanie Thierry qui tient le rôle titre, aux côtés notamment d'Éric Caravaca, Jérémy Régnier et Arnaud Valois. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. David, ma première question. Ah, et Arnaud Valois en plus, et Jérémy. Non, mais ça, c'est une vraie troupe. C'est une vraie troupe de théâtre pour le journaliste de théâtre que tu étais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'adapter ce roman, Son nom d'avant, de Hélène Lenoir, pour en faire ton 2e long métrage? Eh bien, d'abord, le roman lui-même, qui est vraiment très puissant. Et dans lequel j'ai vu immédiatement dans le personnage principal, qui est le personnage de Marianne, joué par Mélanie, une grande héroïne de cinéma, qui me faisait un peu penser au mélodrame des grands films américains de la grande époque des années 50. Voilà. Et puis l'autre truc qui m'a donné vraiment très envie de m'attaquer à ce roman, c'était le fait qu'il me semblait extrêmement différent de mon tout premier film. Complètement. Voilà, impression qui, au bout de quelques mois, s'est transformée, puisque au moment où je m'interrogeais sur ma légitimité à aborder un sujet pareil, à parler d'une femme comme Marianne, je me suis aperçu qu'au contraire de ma première impression, il y avait beaucoup de similitudes avec mon premier film. Ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis senti légitime pour adapter ce livre. Je donnerai la parole aux garçons, mais je voulais passer le micro à Mélanie, qui est cette Femme 2. Mélanie, vous aviez eu le prix pour la vraie famille ici en 2021. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de prendre ce rôle à bras-le-corps et de travailler avec David aussi? Ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fois, il y avait comme la sensation d'une histoire qui se passait d'avant, d'il y a longtemps, quelque chose qui pourrait peut-être pas se produire, et en même temps, j'avais la sensation que ça pouvait parler encore à beaucoup et à de nombreuses femmes. Et puis j'aimais l'atmosphère du film. J'aimais ce côté chabrol de l'église au milieu du village, de ces héroïnes-là. J'aimais son côté hitchcockien. Et puis j'aimais cette façon qu'elle tente de se défaire comme ça de cet emprisonnement, et que ce soit pas si simple et que ça lui coûte tant, et que ce soit un long processus, quoi. Mais qu'elle finisse par se libérer. De toute façon, c'est souvent des histoires comme ça, Exactement. Des femmes qui s'émancipent et qui ont besoin d'un Voilà. un appel comme Bien ça sûr. et un souffle de vie pour pouvoir rebondir et prendre leur vie en main. Mais ça prend du temps parfois. Et puis là, ce cadre-là me plaisait. C'est un vrai film d'atmosphère. Jérémy, vous retrouvez David après l'Ordre des médecins. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail avec ce réalisateur? Qu'est-ce qui me plaît? Beaucoup de choses. Ces t-shirts, ils changent de t-shirt tous les jours. Ça, c'est la première qualité. Ils sont toujours immaculés. Non, c'était un plaisir de le retrouver. On avait une première aventure qu'on a fait ensemble il y a 6 ans, 7, 8. Ouais. Et de le retrouver, non, c'était voilà, il y a des vraies rencontres qui se font en travaillant avec des réalisateurs, c'était le cas, et de l'accompagner sur un autre projet, c'était chouette, c'est agréable de continuer un trajet commun ensemble en travaillant. Arnaud, vous, c'était une première. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu le scénario et dans le personnage que vous incarnez? D'abord le scénario et le portrait d'une femme prise au piège comme ça de tous ces hommes autour d'elle et qui décide de résister à sa manière. Et puis c'était un personnage que j'avais pas forcément, un type de personnage que j'avais pas forcément abordé. Donc quand David m'a choisi, je me suis dit que je pouvais raconter ça aussi à ma manière avec lui, et c'était un grand plaisir. On va laisser, prendre. Et vous, Frédéric?
Qu'est-ce qui vous séduit dans la manière qu'a David de vous diriger? Parce qu'il est très pudique, en fait. Voilà, moi je l'ai rencontré il y a très longtemps sur une terrasse de café. Je pense qu'il était à peine majeur. Et voilà, et il avait cette chose que moi aussi, c'est qu'on voulait faire du cinéma. Et il écrivait tout ça. Voilà, et j'étais très touché par son premier film parce qu'il m'a donné le scénario à lire sur l'ordre des médecins. Et il m'a dit, tu as bien compris que le personnage de Fred, ça serait toi. Voilà. Et après, comme je suis athée, j'adore jouer les curés. Éric, vous êtes le mari. Voilà. Personnage pas simple, je trouve, à incarner. Pourquoi Un salaud. Hein. Le mec, Pourquoi voilà, un homme d'argent, on va dire, et Ouais. de pouvoir et d'emprise. Mais vous l'avez abordé comment, justement, ce personnage? Simplement, je crois que David m'a souvent dit qu'il m'avait choisi parce qu'il me trouvait sympathique. Donc, pour jouer un type antipathique, c'est pas mal. et puis, non, moi j'avais vu l'Ordre des médecins et puis je connaissais aussi David. Il avait ce projet depuis longtemps. Et c'est vrai que on est tous, comme tu disais tout à l'heure, on est tous restés accrochés au projet jusqu'au bout. Hein, et ça, c'était une joie. Et puis de travailler avec Mélanie aussi, ça a été une joie. Voilà, parce que on l'avait tous aimé dans La douleur de Finkiel. Voilà. Par contre, travailler avec Jérôme Deschamps, ça a été un enfer. Et Jérôme, vous connaissiez David de sa période journaliste avant Non, que ça j'étais mette en très scène? heureux parce que je n'avais jamais rencontré David avant. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et tu attendais? Non, je l'attendais. Et non, j'étais très heureux de travailler avec lui parce que j'ai trouvé extraordinaire la façon dont il a installé cette atmosphère, cette bourgeoisie d'ordre et cette bourgeoisie qui se défend et cette bourgeoisie qui emprisonne Marianne au fond d'une certaine façon, qui la chasse, on peut le dire aussi. Et ça, c'est très fort et tu as fait ça avec beaucoup de doigté, et je trouvais, et beaucoup de raffinement en laissant venir les gens, et c'est très beau. Et c'était une joie de travailler, y compris avec Éric, Malgré tout. qui n'a pas beaucoup de qualité, c'est vrai. Et quant à Fred Épau, sa conversion au catholicisme est une surprise, mais elle est belle. Mais merci beaucoup à tous les 7. Le film sortira l'année prochaine. On va parler de Fursi né libre, le deuxième long métrage d'Abd al-Malik sur cet esclave Fursi qui s'est battu pendant des décennies pour obtenir sa liberté. Et le film réunit notamment Vincent Macaigne et Makita Samba. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les trois. Première question évidemment au réalisateur. Ah, ça fait 11 ans que vous aviez fait un premier long métrage inspiré de votre livre et de votre vie. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes replongé et que vous avez eu envie, parmi vos activités, de redevenir cinéaste? J'ai le sentiment de ne pas juste avoir eu envie de redevenir, de l'avoir toujours été, mais il s'agissait d'avoir le bon projet. Et donc j'ai travaillé beaucoup de choses entre-temps. Pour moi, il s'agissait de garder le muscle de la mise en scène en mouvement. Donc j'ai fait plein de choses, mais avec toujours cet objectif de se dire, voilà, le prochain long métrage, il faut que ce soit quelque chose qui fasse sens, qui soit dense, qui veuille dire quelque chose. Et pour moi, on met en scène comme on se tient debout, comme on se tient en vie. Donc il faut que ça vaille le coup. Et j'ai le sentiment, enfin j'ai eu et j'ai toujours le sentiment que ce projet en valait vraiment le coup. Voilà. Comment vous avez fait la rencontre avec Fursi? On vous a donné un livre et vous connaissiez avant En fait, son parcours. je faisais un concert sur l'île de la Réunion. Et en rentrant, enfin on était à l'aéroport, il y a des jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont amené le livre de Mohamed Aïssaoui qui venait d'avoir le Renaudot. Et donc j'ai lu le livre et tout ça, que j'ai trouvé merveilleux, mais eux ils voulaient que j'en fasse une pièce, etc. Mais peut-être je ne me sentais pas encore de raconter une histoire comme ça. Et puis le temps est passé, c'est passé plein de choses dans ma vie. Et presque 10 ans jour pour jour après, quasiment,
Étienne Comard est venu me voir en disant voilà, je voudrais bien qu'on travaille sur un projet ensemble, et il me sort le même livre. Et là, j'ai vu ça, j'ai vu un signe, disons. Et voilà. Et nous voilà aujourd'hui à Angoulême, voilà, cet après-midi, en fin d'après-midi. Merci. Merci. Makita, c'est vous qui incarnez Fursi. Comment vous avez travaillé ce personnage, et notamment quand vous avez travaillé avec Abdelmalik? On a quand même énormément travaillé à partir du roman, du coup, qui est un essai aussi, en fait. Du coup, qui laisse un peu de place à l'interprétation. On s'est vu quand même beaucoup pour parler de ce que ça voulait dire, en fait, d'avoir un peu une société organisée aussi et qui légitimait l'esclavage, en fait. Et à partir de là, c'était un peu facile d'essayer de faire péter le cadre. On a essayé de faire construire un cadre assez contraignant autour. Voilà comment on a travaillé. Vincent, vous êtes le propriétaire de cette esclave. Qu'est-ce que ça fait de camper un pur personnage de salaud qu'on déteste? Comment vous l'avez abordé, justement? Déjà, on a beaucoup travaillé ensemble, on s'est pas mal vu. On a beaucoup parlé du personnage et de ce qu'il devait défendre et de ce qu'il pouvait y avoir comme écho encore aujourd'hui. Je me rappelle de ça, et quand j'ai vu le film, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des échos, malheureusement. Hein. Ouais. Et du coup, ça m'a permis aussi de savoir exactement ce que je devais défendre, ou plutôt attaquer, en jouant le rôle. Et c'est aussi jouissif, hein, de jouer un méchant, hein, d'avoir cette chance-là. Donc non, c'était plutôt une chance, quoi. Et vous le faites magnifiquement, tout comme Makita. Merci beaucoup, Abdelmalik, pour ce film. Merci à tous les trois. Le film sortira le 14 janvier. Merci. La course valois se poursuit avec Muganga, le premier long métrage de Marie-Hélène Roux, autour du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, un médecin congolais qui passe sa vie à réparer les corps des femmes qui ont été abîmés, brisés dans son pays, le Congo, et sa relation avec le docteur Kadier. Ce sont Isaac de Bancolé et Vincent Macaigne qui incarnent ces deux personnages, aux côtés, et on va les voir ce soir, de Manon Brèche, de Déborah Lukumwena, d'Yves Marina Niawa, d'Agathe Delaboulé et de Soliane Moissé. Eh bien, j'appelle tout de suite l'équipe de Muganga, Marie-Hélène Roux, Isaac de Bancolé, Vincent Macaigne, Manon Brèche, Déborah Lukumwena, Yves Marina Niawa, Agathe Delaboulé et Soliane Moissé, si j'oublie personne. Bonjour, bonjour et bonjour. Moi, j'aime les équipes qui viennent en nombre et en force. Oui, c'est le collectif. Le collectif Muganga. Marie-Hélène, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui fait que vous avez eu envie de parler de ce docteur Mukwege et surtout d'en faire une fiction, votre première fiction en long métrage? Parce que quand j'ai rencontré ce sujet et cet homme, j'ai été bouleversée par ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais bouleversée aussi par cette action, cette force de vie et ce parcours exceptionnel que ces hommes et ces femmes qui œuvrent chaque jour pour faire une différence. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que la fiction, parce qu'elle permet une identification. Et donc voilà, la force du collectif. Et aujourd'hui, on est tout un collectif. C'est le cœur. Toutes et tous. Et comme le docteur Mukwege le dit, il dit souvent que la guérison, c'est collectif. Et on a ce pansement parce que l'art permet de mettre une visibilité sur ce qui fait mal et permet aussi de soigner. Et comme ils le font, et nous, avec nos outils, on essaie de faire la même chose. Isaac, c'est vous qui incarnez le docteur. Humblement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette responsabilité-là aussi sur les épaules? Parce que voilà, il est toujours là, j'imagine que vous l'avez rencontré. Comment est-ce qu'on incarne cet homme? On l'incarne d'abord en faisant confiance à la réalisatrice et à toute l'équipe, parce que c'est elle qui choisit les acteurs et je pense qu'elle a fait le bon choix. Mais on l'incarne aussi en allant jusqu'au bout du chemin. Et le chemin, il a commencé par les interviews, les romans, enfin les biographies, les lectures. Et à un moment donné, il était important pour moi pour pouvoir incarner le docteur et donc pour pouvoir être libre
de tout détachement qui ne permet pas une imitation, de le rencontrer. Mais de le rencontrer, pas pour savoir des choses que les autres savaient, mais pour savoir des choses qui étaient un peu intimes, de sa maison, de son entourage, de sa femme, de ses enfants, comment il appelle sa femme, est-ce qu'il appelle par son prénom, par chéri. Tout ce qui un peu n'est pas dans le scénario et qui me permettrait de l'approcher de l'intérieur. Voilà. Vincent, c'est la même chose que vous avez fait avec le docteur Cadière. Oui, on s'est rencontrés, on l'a tous rencontrés ensemble, et on a même opéré un vrai patient, je ne sais pas si on a le droit de le dire, un vrai patient, et du coup, et il est mort. Et voilà, je le dis, et voilà, je l'ai tué. Je l'ai tué. Merci. L'aveu d'homicide en live. Non, on est forcément derrière le sillon de ces femmes avant tout, et de la parole de ces femmes et de ces docteurs. Mais vraiment, voilà quoi, c'est ça qui est très beau dans le film, c'est cette parole-là. Et bien justement, je vais laisser, parce que c'est un film réalisé par une femme, mais qui parle justement des femmes, interprétées par de magnifiques comédiennes. Je voulais savoir, voilà, quand on se met dans un tel projet, quel plaisir et quelle responsabilité il y a à jouer un film comme ça. Manon, tu peux commencer. Alors, moi, je vais commencer, mais il y a juste un désir de véracité, être au plus proche de ce que la réalisatrice a envie de dépeindre, parce qu'on a fait une fiction qui est inspirée de faits réels, mais qui reste un moment donné, qui dépeint une vérité qui s'est passée en 2011. Aujourd'hui, des années plus tard, si on doit faire un focus, et moi, ce que je dirais, c'est vrai que je suis forcément attrapée au cœur de savoir que la situation dans cette région du monde n'évolue que dans le mauvais sens. Malheureusement, on est entre guillemets tous concernés. En tout cas, voilà, il faut savoir qu'en RDC, ce qui est extrait des sols, c'est des minerais de coltan, ce sont des diamants, tout le matériel avec lequel vous êtes en train de nous filmer, de nous prendre en photo, et vient un peu du Congo. Et ce film, il n'est pas accusateur, mais il vous fait aussi prendre conscience que les choses ont un prix et vous intéresser à ça. Donc c'est ça qui est important. En tout cas, moi, ce qui m'a servi et ce qui a été ma volonté en faisant ce film. J'aimerais ajouter juste quelque chose, parce que les femmes dans ce film, elles ne sont pas non seulement des actrices, mais elles portent aussi plusieurs casquettes. Notamment, il y a Dada Stella Kitago Bitondo, qui était ma coach en Swahili, en Lingala et en danse. Donc, ce serait bien aussi de... Ouais. Bien sûr. Déborah, pour vous aussi, un film très important. Oui, un film très important, mais sur plusieurs points. Déjà, les points que Manon a énoncés, mais aussi, voilà, moi, mes parents sont congolais, donc il y a une autre dimension beaucoup plus personnelle à ce film-là. Mes parents sont congolais et cette guerre, à mon âge, parce que j'ai 30 ans, donc c'est un âge miroir aigre doux à ce niveau-là. Et ouais, pour moi, il y a des responsabilités à plusieurs endroits en tant que femme française d'origine congolaise, ayant des parents qui ont fui justement cette guerre. Et puis aussi en tant qu'interprète et actrice, on est passeur en fait de vision, on est passeur de messages, et la quintessence, c'est d'utiliser cette fonction de passeur pour des histoires comme ça, avec une réalisatrice dont l'acuité en fait a fait que le film n'est pas tombé dans du misérabilisme où il y a tout de suite eu de la lumière. Il a toujours été question de lumière et d'espoir, même au milieu de l'horreur, et c'est finalement c'est le rôle du ciné. Je pense que c'est pour ça qu'on en fait tous aussi, quoi. C'est chercher de la beauté, même au fin fond de l'horreur. Exactement. Yves Marina, je vais vous passer la parole à tous au fur et à mesure. Voilà, pour que vous oui, merci. Merci beaucoup. Voilà. Oui, mon mari et moi. Mais non. Mais je pense que ils ont plus ou moins dit l'essentiel du film. Mais ce que je peux rajouter, c'est qu'elle vient de dire espoir. Et quand ça va plus, en Afrique, on a cette chance d'avoir le chant qui nous réveille, qui va chercher l'espoir. Et donc, chaque jour, on se réveille avec une chanson qui commence malheureusement triste, mais qui finit avec le soleil. Et vous allez voir ça dans le film. C'est ça qui fait que ces femmes-là, elles peuvent soigner le docteur,
comme il les soigne. Agathe. Moi, je voudrais rendre hommage, pour pas être redondante, à 2 femmes aussi qui sont, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à elles. C'est Marie-Hélène, la réalisatrice, Roux, et Cynthia Pinet, la productrice. J'ai rarement rencontré des femmes avec autant de ténacité, de courage et de talent. Et pardon, mais vraiment bravo. Et bravo. Je suis très émue d'être là. Ça a été une telle aventure, mais dans plein de choses. Et vraiment, ok, c'est du cinoche. Là, on met les lunettes, machin, sympa et tout ça. Mais derrière, il y a un combat, mais un combat de ouf qui m'inspire, moi, pour continuer sur mes petites choses. Donc vraiment, merci. Merci, vive les rencontres, les belles rencontres de vie. Comment ne pas être inspiré déjà par la force de ces femmes et le courage dont elles font preuve au quotidien. Donc moi, c'était déjà, ça m'a, je pense, énormément inspiré. Et j'espère que l'émotion que j'ai ressentie en composant cette musique, vous allez la ressentir en voyant ce film. Soliane. Je vais être très rapide parce que mes mots seront trop petits à côté de la grande émotion des filles. Juste pour vous dire que je suis très fière d'avoir apporté ma toute petite pierre à cette très grande histoire. Et on a hâte d'en discuter avec vous à la sortie. Merci d'être là. Malgré les larmes. Merci beaucoup. En effet, ce film, c'est 10 ans de ma vie. 10 ans où en fait, j'ai fait que ça du matin au soir, à ne pas lâcher pour qu'on en arrive là. Et si j'y suis arrivée, c'est grâce à eux. C'est grâce à Marie-Hélène, vraiment. Et puis grâce à tout ce cast, parce que quand on était vraiment dans les bas-fonds, ils ont été là, ils ont donné le meilleur pour qu'aujourd'hui vous puissiez voir ce film. Et ce film qui est inspirant, et c'est ça qu'il faut garder. Alors merci à eux. Merci beaucoup. Merci. Hugues, qui va distribuer le film. Je vais faire très court. Le film, votez pour lui. Et il sort le 24 septembre, donc parlez-en au maximum de personnes pour honorer le travail qu'ils ont fait tous et toutes. Merci à vous. Merci à vous, merci à la team Muganga. Et le film sort bien en effet le 24 septembre. Merci beaucoup. Faites entrer le jury. Nous allons à la rencontre de 2 personnes. L'une qui a été jurée il y a quelques années, l'un qui l'est aujourd'hui. C'est Marie Gillin et Patrick Mille. Et ils partagent tous les deux l'affiche d'un film magnifique qui s'appelle Une place pour Pierrot d'Hélène Médigue. L'histoire d'une jeune femme qui va s'occuper de son frère autiste, dont on s'occupait très mal dans l'hôpital où il était. Un film véritablement poignant où ils sont les meilleurs amis du monde. Eh bien, je vais demander à Marie Gillin et à Patrick Mille de me rejoindre. Bonsoir à tous les deux. Merci. J'évoquais ce film, ça va Marie? Ça va. J'évoquais ce film magnifique d'Hélène Médigue, inspiré pour partie de sa propre vie, et qui est un film aussi qui parle, voilà, évidemment, des personnes souffrant d'autisme, et Grégory Gadebois est magnifique, mais aussi de ceux qui sont à côté et des aidants. Mais je voulais qu'on évoque ce soir vos souvenirs de jury, ici même. Alors il y en a un, il ne peut pas trop dire, il ne peut pas trop parler, mais vous, Marie, quels souvenirs gardez-vous de cette expérience que vous aviez eue? C'était en 2015, et je crois que c'était Much Love qui avait gagné. Ah oui, un grand film que Ouais. j'avais absolument adoré. Notre président était Jean-Hugues Anglade. Et Jean-Hugues avait eu un problème dans le train parce qu'il y avait eu un risque d'attentat dans ce fameux train. Ah, le fameux. Et oui. Et donc il y avait quelqu'un qui avait pris l'espèce de machin pour péter la glace. Ouais. Je crois que ce n'était pas Jean-Hugues. Ou alors, on nous aurait menti. Il s'est caché dans les toilettes. Ouais, c'est ça. Mais non, j'avais passé des super moments. Ouais, c'est sûr. Patrick? Je ne peux rien dire. Non, mais est-ce que vous... C'est sous du secret total jusqu'à samedi. Est-ce que vous vous éclatez à être juré, à voir 3 films par jour? D'abord, on a la chance d'avoir constitué vraiment une équipe de jury où on s'entend tous très très bien. On est très très différents. Je me demandais un peu parce que je connaissais peu de gens, voilà, par leur réputation évidemment, mais je connaissais, voilà, c'était pas des personnes avec qui j'avais travaillé ou quoi que ce soit. Et on s'entend très 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 bien. On rigole bien et on est très sérieux. On essaye, mais en temps on voit les films avec beaucoup d'application et de sérieux. Voilà, mais c'est passionnant. On voit des choses magnifiques, des choses très très différentes. En plus, il y a une sélection très intéressante. C'est vraiment bien. Merci à tous les deux. Et je veux vraiment rappeler Une place pour Pierrot. Ça sort le 10 septembre. C'est un de vos plus beaux rôles, vraiment, Marie. Et le film est magnifique. Elle est magnifique. Merci. Merci.
Vive le Québec, c'est la belle province qui a été à l'honneur de cette 18e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Et on va évoquer un des films qui est présenté, un film de Sébastien Pilote avec Sarah Monpetit, qui est aussi membre du jury, qui s'appelle Maria Chapdelaine. L'histoire en 1910 au Québec d'une jeune fille de 17 ans qui doit décider de son avenir en tant que femme. Un grand classique de la littérature et un grand film québécois. Bonsoir à tous les deux. Venez près de moi, venez. Bonsoir et merci d'être là. Merci. Sébastien, première question à vous. Qu'est-ce qui vous a incité à porter à l'écran ce fameux roman et en quoi c'était important de raconter de nouveau cette histoire en 2023-2024 quand vous l'avez réalisé? Effectivement, c'est la 4e adaptation. Et je disais toujours, s'il y avait eu 10 adaptations du roman, j'aurais souhaité faire la 11e. C'est un roman qui est très près de moi, de mon histoire familiale. J'avais un grand-père, moi, qui était un arrière-grand-père, en fait, qui faisait partie du million de Canadiens français qui ont émigré, qui ont dû partir aux États-Unis au début du dernier siècle. Et c'est une histoire de pionnier qui m'a toujours parlé. Et le film me permettait de faire une espèce d'anti-western, un peu à la John Ford. Et c'est vraiment une histoire qui me parlait. Donc, pour moi, même s'il y avait déjà eu 3 adaptations, c'était un peu comme reprendre un même texte de théâtre et de le réadapter, de le mettre sur scène, en fait. Sarah, vous succédez, et de quelle manière, à des actrices comme Madeleine Renaud, Michel Morin ou Carole Laure, et vous êtes absolument incroyable dans le film. Mais une fois que vous êtes choisi et que vous deviez endosser ce personnage culte de Maria Chapdelaine, comment vous l'avez abordé? Ben, étrangement, je m'étais pas trop mis cette pression, puis tant mieux. Parce que, je pense que c'était tout naturel. Je me suis pas posé cette question si c'était un personnage si emblématique, ces actrices qui sont passées. Non, vraiment pas. Je me suis pas mis ce coup de pression. Et une chance, parce que je pense que ça serait mon genre de le faire. mais non, étrangement aussi, c'est en fait, durant le tournage, en allant faire les courses, j'ai vu qu'il y avait un fromage pâte molle Maria Chapdelaine, et c'est vraiment à ce moment que je me suis dit, ah ouais, ok, elle a une certaine importance quand même. Mais c'est vraiment plus après le film que j'ai plus réalisé sa portée, et tant mieux. Quel plaisir il y a à présenter le film dans cette année consacrée au Québec, ici à Angoulême, Sébastien. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai déjà présenté le film il y a 3 ans, lorsque j'étais sur le jury il y a 3 ans, l'année d'André Dussolier à la présidence. Et on m'avait invité à présenter le film du même coup. Et là, Dominique Besnéard me dit, on fait une rétrospective de films québécois et j'aimerais le représenter. J'ai dit, t'es certain que tu veux pas en montrer un autre? Il me dit, non, Sarah est sur le jury. J'ai dit, OK, je comprends. Alors, parce qu'au départ, j'ai dit, peut-être parce que les gens n'ont pas compris le film, ils veulent le revoir. Mais ça me fait plaisir. La salle était pleine ce matin et ça faisait un peu longtemps aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que je suis habitué à faire beaucoup de festivals avec mes films et tourner beaucoup. Mais ce film-là est sorti en pleine pandémie. Donc, dans un contexte un peu étrange. Et j'ai pas eu la chance de le présenter autant que mes autres films. Donc, de le voir en salle et d'être présent, c'est très bien. Et vous avez vécu comment cette projection ici, Sarah, ce matin? C'était très... j'ai été émue par cette projection parce que, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Puis ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas vu le film, mais accompagné d'une salle si remplie. Bien sûr. C'est mon premier projet de ma vie devant une caméra, fait que ça me rappelle des souvenirs, ça me touche. Merci à tous les deux, et on le dira jamais cette année, comme les autres années, mais vive le Québec à Angoulême. Merci. Merci. On va parler film de genre au Festival du film francophone d'Angoulême à travers 2 films. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant avec Sarah Monpetit, l'idée géniale d'une jeune vampire trop humaniste qui a du mal donc à mordre et à tuer des gens et qui va rencontrer un jeune homme suicidaire. Et puis le deuxième film est présenté ici, c'est Chronique d'un indique de Laurent Herbier. Tout est dans le titre et cet indique est campé par Simon Abkarian aux côtés notamment de Quentin Dolmer. Bonsoir Sarah. Rebonsoir. Rebonsoir. Avant de parler du film, vous, quel est votre rapport comme spectatrice au film de genre? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou au contraire vous cachez les yeux quand vous êtes devant ce genre de cinéma? Non, c'est quelque chose que je peux regarder. Mais c'est vrai que mon expérience avec Vampire m'a ouvert plus les portes de la curiosité vers les films de genre. Maintenant, j'en suis un peu plus sensible. Nous, on vous a découvert
en France dans ce film qui a un pitch génial. Et quelle idée extraordinaire de cette jeune vampire, voilà, qui doit trouver et qui n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire. Quand vous découvrez ce scénario, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre, voilà, le premier souvenir de la lecture? Ben, je pense que le premier souvenir, c'était le titre. En voyant le titre, je me suis dit, ah ouais, là, on est devant quelque chose d'assez particulier. Mais oui, mais moi, déjà, ce qui m'a accroché, c'est ce personnage de Sacha, cette vampire. Mais parce qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de films de genre. C'est assez rare. C'est ça. Et en plus, un film de genre assez particulier, on ne tombe pas dans le trash, dans l'horreur. On est sous un ton assez particulier. Donc, non, j'ai été séduite assez rapidement. Comment, justement, vous avez préparé ce rôle et vous êtes devenue cette vampire, pas comme les autres? Est-ce que on vous a donné des films à voir, des personnages voilà, qui peuvent vous inspirer? Ben, j'ai essayé de regarder le plus de films de vampires possible, mais pas pour copier quoi que ce soit, mais plus pour... parce qu'en fait, de ce que je ressens de ces personnages qu'on voit à l'écran vampirisés, ils ont tous une touche un peu décalée, hors du temps, et j'essaie de trouver comment aller la chercher. Et c'est vraiment en regardant le film Under the Skin de Jonathan Glazer, avec cet extraterrestre, qui m'a beaucoup aidé. C'est Ariane qui m'a suggéré de le regarder. Il y a même une scène hommage dans le film de vampire où Sacha tente de manger une poutine alors qu'elle ne peut pas manger de poutine. Et dans Under the Skin, c'est elle qui essaie de manger une part de gâteau alors qu'elle ne peut pas en manger. Donc oui, et avec Ariane aussi, on s'est dit, on s'est donné un rapport au temps qui est différent puisqu'ils vieillissent vraiment plus lentement. Donc un rapport au temps, au rapport au corps, au temps, ouais. Merci beaucoup, Sarah. Et ce vampire humaniste était un vrai bonheur à revoir cette année au FFA. Ben, merci à vous. Et j'invite à mes côtés Laurent Herbier et ses deux comédiens, Simon Abkarian et Quentin Dolmer. Messieurs, venez vers moi. Merci d'être là. Laurent, comment vous est venue l'idée de cet Indy qui est sur le point de tout perdre et surtout la garde de sa fille et qui, eh bien, pour essayer de dire aux flics, pas si, je suis quand même pas si mauvais, se lance sur une enquête absolument, a priori, perdue d'avance? L'idée m'est venue très simplement en lisant le formidable livre enquête d'Alexandre Kaufman, mon co-scénariste, qui a passé un an en immersion avec les indices de police. Et le personnage que joue Simon, Lagdar, est inspiré de deux indices avec qui Alexandre a traîné sa bosse pendant un certain temps dans des endroits pas toujours recommandables et dans des situations pas toujours très aisantes. C'est un type de personnage que vous aviez envie d'aborder depuis longtemps, d'aller dans ce côté film noir. Est-ce que c'est un univers qui vous plaisait d'aborder, que vous aviez envie d'aborder depuis longtemps? Oui, parce que en fait, en lisant le livre, je me suis rendu compte qu'il décrivait un univers qu'on a l'impression d'être parallèle, mais qu'en fait, notre monde, ces gens, on les croise dans la rue, ils sont autour de nous, alors on les voit pas, mais ils sont là et ils vivent une vie qui est une vie de survie, qui est une vie en pleine jungle. Et je trouvais vraiment très intéressant de pouvoir décrire ce monde-là. Simon Abkarian, c'est vous l'indique. Je vous disais tout à l'heure, on a autant envie de l'embrasser, de le battre, on ne sait pas. On se dit, mais évidemment, quand il y a deux routes, il prendra la mauvaise. C'est un peu sa manière de vivre. Comment vous avez abordé ce personnage? Est-ce que vous avez rencontré de vrais indices, par exemple, ou est-ce que ce travail s'est fait uniquement à partir du livre et du scénario? Il y a plusieurs aspects. D'abord, je l'ai abordé d'abord par le scénario, ensuite par le jeu d'acteur, et ensuite par les vies que j'ai vécues avant. Donc tout ça nourrit l'un l'autre. Mais c'est surtout avec les partenaires que j'ai réussi à travailler en harmonie, quoi. Parce que sans partenaire, il n'y a pas de personnage qui puisse exister. Donc les gens qui vous donnent la réplique croient en vous, la crédulité étant... et le courage aussi, et l'enthousiasme aussi, étant des composantes importantes des acteurs, quoi, des actrices. S'il n'y a pas ces trois choses-là, si c'est blasé, si c'est pas crédule, ça se casse la gueule. Qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme? Qu'est-ce qui fait que... par exemple, vous aimeriez le rencontrer dans la vraie vie, peut-être? Moi, je sens une proximité. Non, j'aimerais pas le rencontrer dans la vraie vie. Non, fait peur. Enfin, au cinéma, on essaye d'humaniser les gens parce que, bon, au fond, ce type est une mauvaise personne. Ah oui. Dans le langage, on dirait que c'est une raclure.
Mais moi, j'ai essayé, dans le scénario avec Laurent et mon partenaire Quentin, de lui donner un peu d'humanité, et de crédulité et de bonté. Parce que si c'est que noir, à un moment donné, c'est ennuyeux. Il faut qu'il y ait au bout du tunnel une promesse de lumière, quoi. Quentin, depuis qu'on vous a découvert chez Desplechin, moi je trouve que vous faites des choix de films et des choix de rôles qui, moi, m'épatent. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous retrouver dans ce film sous la direction de Laurent et aux côtés quand même de Simon aussi? C'est ça, c'est que c'est un film, c'est une promesse de duo. Et un acteur, mais ça joue jamais seul. Et ça, c'est une promesse pour un comédien de jeu, de recherche, d'écoute, de réinvention. Et par ailleurs, voilà, moi, je suis plutôt attiré par les rôles qui sont autres. Tout le temps faire le même personnage, j'aime ça. Ça permet de creuser à une direction, mais ça m'attire beaucoup d'aller vers autre chose. Voilà, creuser un autre imaginaire, ça m'intéresse. Bien, merci à tous les trois. Et donc, Chronique d'un Indie qui a été présentée cette année au FFA. Merci. Trois questions à nos partenaires, à ceux qui accompagnent le FFA depuis des années. Et je reçois Bruno Pidey, maire de Brive-les-Bains, qui accueille le Festival du film d'Angoulême, le best-of du Festival du film d'Angoulême depuis des années. Bruno, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui vous séduit dans le Festival du film d'Angoulême et qu'est-ce qui vous a donné envie de le prolonger chez vous à Brive-les-Bains? Alors, déjà une petite histoire quand même, parce qu'il faut savoir comment est né le festival à Brive-les-Bains. Il est né grâce notamment à Dominique Besnéard. En 2012, il y avait un film qui avait été tourné, qui était le film Mince alors, qui avait été réalisé par Charlotte de Tucker, mais coproduit par Dominique Besnéard, et qui avait rassemblé plus d'1,4 million de spectateurs. Donc c'est vrai, par la suite, il a été proposé de monter ce festival, qui est le best-of du Festival d'Angoulême, donc qui a lieu au mois d'octobre. Et cette année, ça va être la 12e édition. Donc ça a été monté avec Dominique Besnéard, qui est amoureux de Bride et qui connaît Bride depuis plus de 30 ans. C'est sa bulle de bien-être. Il a monté avec Didier Lelostec, à l'époque était le directeur des Thermes. Ça a été proposé à la commune et depuis c'est une institution qui perdure et qui dure depuis 12 ans. Et qui va durer et durer. Est-ce que vous avez eu le temps de voir des films cette année et est-ce qu'il y en a un que vous retenez plus particulièrement? Oui, alors j'en ai vu que 2 parce qu'on est arrivé. C'est pour ça que je vous dis ça. On est arrivé hier soir, donc il y a les Amazones. Le Gang des Amazones. Le Gang des Amazones, oui, qu'on a beaucoup aimé, qu'on a vu cet après-midi. Et La Femme 2 Pardon? La Femme 2, oui, c'est ça, Mélanie Thierry. Tout à fait, oui, qui est un très beau film. Donc on a vu ces deux qui sont très bien, hein. Belle réalisation. Beau doublé. Oui, très bien. Bon, complètement différents les deux. C'est ça aussi qui fait le charme d'Angoulême. Et j'avais une dernière question qui est de tout ce que vous avez pu voir dans les différentes années où vous êtes venu, quel est le film qui vous a le plus marqué? En tous les cas, peut-être que vous ne seriez pas spontanément aller voir en salle. Il y a eu Boîte Noire que j'ai beaucoup aimé avec Pierre Ninet. Parce que j'aime l'aviation. Alors, c'est sûr que c'est un film qui est superbe, un beau polar. Hein. Et après, il y a eu Bonnard aussi, avec Cécile de France. Bien sûr, et Vincent Macaigne. Voilà, tout à fait, oui, Vincent Macaigne, quand était les deux films que j'ai beaucoup aimés et que j'ai en tête, là, instinctivement. Merci beaucoup, Bruno. Et donc, rendez-vous au mois d'octobre à Brive-les-Bains. Voilà, à Brive-les-Bains. Merci beaucoup. Estampillé FFA. Elle et il sont présents cette année et ont marqué l'histoire du festival qui a bousculé aussi leur parcours dans le bon sens. Je recevrai ainsi Mathias Mekutz pour Abicyclette qui avait remporté 3 prix l'année dernière et trouvé son distributeur ici même. Loubna Abidar qui présente cette année Autisto mais qui était venue avec Much Love et a remporté le Valois de la meilleure actrice en 2015. Et puis on parlera avec Nathalie Saint-Pierre de Catimini, Valois d'or en 2012, présenté dans le cadre de l'hommage au Québec. Et je voudrais inviter Mathias à me rejoindre pour évoquer Abicyclette qui avait été l'un des grands moments du festival de 2024. Valois du public, Valois de la mise en scène, Valois de la musique et Jean-Louis, son producteur, et Joseph, acteur du film et fils de Mathias. Vous pouvez monter me rejoindre sur scène, tous les trois. Bonsoir Joseph, bonsoir Jean-Louis et bonsoir Mathias. Bonsoir. Est-ce que vous vous souvenez l'année dernière, juste avant d'arriver à Angoulême, juste avant la première projection, dans quel état vous étiez? J'en menais pas l'âge. Moi, j'étais très inquiet. J'étais très inquiet parce que j'avais fait un film très personnel, très intime, et je me suis dit, mais mon Dieu, personne ne va
ne va pouvoir regarder ce film. Enfin, c'était trop personnel. Et non, l'enthousiasme a été extraordinaire. Le public d'Angoulême a été fantastique. Et voilà. Et ensuite, c'est passé ce qui s'est passé. Enfin, le film doit beaucoup, enfin, je dois beaucoup au public d'Angoulême. Cette histoire magnifique de ce père et de son meilleur ami qui refont le chemin qu'avait emprunté son fils, mort tragiquement, Jean-Louis Livy. Vous qui avez une carrière de producteur incroyable, qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, voilà, ce film-là, j'ai envie de le produire, de l'accompagner, j'y crois jusqu'au bout et je pense qu'il va rencontrer son public? Ça a été immédiat, ils le savent, tous les deux. Vous avez vu, j'ai 2 gardes du corps. Ils sont bien, ils sont bien. Là, je suis tranquille, on ne m'agressera pas. Ça a été immédiat, pour moi, ce sujet, puis rencontrer Mathias, Philippe, Rebaud, parler de Philippe Rebaud, avoir cette émotion, cette détermination que nous avions tous ensemble. Ça a été, je dois le dire, j'ai produit à peu près 80 films, mais disons que celui-là fait partie de mes top 5, en tout cas. Joseph, vous, de la même manière que Mathias, c'est évidemment un film pas comme les autres, mais est-ce que vous vous souvenez de l'émotion de l'année dernière? Vous étiez présent. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le public réagir, venir vous voir après, et toute cette semaine, vous êtes resté? Ouais, un peu comme mon père. J'étais très tendu et puis aussi, j'ai trouvé réconfort dans la vie du public. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien et j'adore le Festival d'Angoulême pour ça. Vraiment, le public est super. Et dernière question, Mathias, qu'est-ce que ça fait de revenir, de refaire une projection là cette année? En fait, c'est l'occasion d'exprimer ma gratitude d'abord au festival, à Marie-France Brière et à Dominique Besnéard pour leur accueil, pour leur choix du film, et puis ensuite au public d'Angoulême. Vraiment, le film leur doit beaucoup. Merci. Merci à tous les trois pour ce merveilleux à bicyclette. On ne se lasse pas d'aller à vélo avec vous. Merci. Et je vais demander à Nathalie Saint-Pierre, la réalisatrice de Catimini, de me rejoindre. Catimini qui avait donc remporté le Valois d'Or en 2012. Un film qui traitait de la maltraitance enfantine de manière très forte et qui revient cette année au FFA dans le cadre de l'hommage au Québec. Je reviens avec joie. Ouais, mais bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Alors, replongeons-nous quelques années en arrière. Comment vous aviez vécu ce festival 2012, à la fois le prix, mais toute la semaine qui a précédé avec les présentations? Mais c'était extraordinaire. J'avais terminé le film 2 ou 3 semaines avant Angoulême, donc ça a été le tout premier public. Et j'angoissais parce que, bon, c'est un drame, avec un peu d'humour, mais surtout un drame. Et je me disais, avec l'accent, les Français vont rire, ou en tout cas, très angoissée. Et dès la première projection, ça s'était passé magnifiquement. Et bon, c'est une ville de cinéphiles, hein, parce que c'est fou. Chaque salle est pleine dès 10 h le matin, encore cette année. C'est bouleversant. Et donc, on marchait dans la rue, puis on se faisait apostropher en nous posant des questions. Oh, on était... Et je dis « on ». J'étais avec 2 jeunes comédiennes. Il y en a une qui est décédée en février 2021. Donc, je suis très émue d'être ici. Je pense à elle beaucoup. Mais bref, c'est ça, c'était le bonheur. Et comme chez nous, on dit, vous, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Nous, c'est la cerise sur le sundae. On a eu le Valois d'Or. Ouais, c'est ça, inouï. Fait que ça a lancé le film. Là, tout à coup, les gens chez nous ont eu envie de le voir. Alors, c'est ça, Angoulême, très précieux. Et mon film, c'est la 3e édition. Mon film a été présenté dans 3 éditions. Donc, je pense que c'est une histoire d'amour. Ah oui, c'est le record. Absolument. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de traiter de ce sujet-là, de cette enfance, ces adolescences maltraitées? Mais quand j'étais enfant, à mon école primaire, on était des enfants, bon, comment dire, pas de bonne famille, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était très tranquille. Et tout à coup, en 2e année, les enfants qu'on appelait du collège, et donc c'était l'équivalent de la DAS, sont arrivés à mon école primaire. Chaque classe, ensuite, on en avait 2, 3, 4, et on connaissait pas leur histoire, puis on comprenait pas, tu sais, quand on a 7 ans, 8 ans, on joue dans la cour d'école, mais c'était évident que ces enfants-là avaient une charge
émotive, etc. Et j'ai toujours été habitée par c'est ça, ma rencontre avec ces enfants-là. Et la vie a fait en sorte que j'ai côtoyé ensuite des enfants de la DPJ. Alors, je m'y suis intéressée et voilà. J'avais une dernière question. Ça fait quoi cette année de le présenter donc pour la 3e fois? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est très drôle aussi parce qu'en 2012, j'étais tellement sur un nuage que j'ai l'impression... je reconnais les abords de toutes les salles de cinéma, mais c'est cette année que j'ai découvert la ville. J'ai aussi, dans la programmation hommage, on est un peu plus libre. Bien sûr. Il n'y a pas une projection par jour, alors je suis allée au musée de la bande dessinée. Moi qui adore la BD, je prends des photos partout. C'est comme si je découvre. En 2012, j'ai rencontré les gens d'Angoulême. Là, cette année, je découvre la ville. C'est magnifique. Merci beaucoup, Nathalie. C'est et moi qui vous merci remercie. pour Catimini qui était donc présentée dans le cadre de l'hommage au festival. Samedi, et voilà. 14h30. Et on y sera. Merci à vous. Merci. Et j'invite à mes côtés Loubna Abidar, qu'on peut voir cette année à Angoulême dans Autisto de Jérôme Cohen-Olivar, présentée dans le cadre de Premier Rendez-vous. Elle joue une mère célibataire en galère qui se bat pour s'occuper de son fils ado. Bonsoir Loubna. Bonsoir. Merci d'être là à nos côtés, mais je voulais évoquer avec vous, puisqu'on est dans l'espace estampillé FFA, Much Loved et la présentation ici même à Angoulême. Est-ce que vous vous souvenez déjà dans quel état vous étiez avant les différentes projections? Comment, voilà, qu'est-ce que vous ressentiez? Much Loved, ça fait 10 ans. Voilà, c'était à 2015. Là, je retourne à 2025 avec un autre film marocain. À l'époque, avec Much Loved, j'avais quitté mon pays à cause de ce film. Mais je retourne avec un film marocain qui m'a fait retourner dans mon pays. C'est un beau... la boucle se magie. boucle. Et qu'est-ce qui vous avait frappé dans l'accueil du public ici à Angoulême en 2015? Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir? C'est le même public, c'est un public chaleureux. Et pour moi, j'avais dit à la productrice et au réalisateur, si le public français il nous accepte, on peut voyager partout dans le monde avec ce film parce que le public français il est très exigeant, il est très raffiné. Et aujourd'hui à la salle, j'étais très émue. C'est un honneur d'être ici. Le jury présidé par Jean-Hugues Anglade vous avez donné le prix d'interprétation. Ce soir-là, quand vous montez sur scène, qu'est-ce que Loubna a dans la tête? Dans ma tête, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de respect, parce que quand j'étais jetée de mon pays, j'avais trouvé tout le public français, le monde du cinéma français qui m'a accueilli. Et aujourd'hui, je dis, c'est une révolution pour moi. Et merci beaucoup la France, merci beaucoup Angoulême. Merci beaucoup, vraiment. Moi, je vous dis merci à vous, Loubna, et Autisto, qui était donc présenté cette année à Cannes dans le cadre de Premier Rendez-vous. Merci. Le grand soir, c'est celui de la pire mère au monde de Pierre Mazingarbe. L'histoire d'une brillante substitut mutée dans un tout petit tribunal de province où elle devient la chef de sa mère, avec qui elle entretient des rapports épouvantables. Louise Bourgoin, Muriel Robin campent les deux rôles principaux et seront à mes côtés, aux côtés notamment de Florence Lorecaille et donc du réalisateur Pierre Mazingarbe. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. J'ai eu la chance de découvrir le film juste avant qu'on le voit ce soir, cette comédie pour moi inclassable. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire mère-fille et de le faire avec ce ton-là, une comédie qui ne ressemble à pas grand-chose de ce qu'on a pu voir récemment? Je voulais avant tout offrir un rôle à des actrices avec qui j'avais envie de travailler, de les amener dans un registre de jeu différent. J'avais envie de raconter quelque chose sur qu'est-ce que c'est que transmettre quelque chose à sa fille sans qu'elle le voie, avec toute cette ironie étrange que sa fille pense qu'elle a la pire mère au monde. Et clair. Et le film va raconter qu'elle découvre que c'est pas tout à fait le cas. J'avais envie de faire plaisir à un public. J'avais envie de faire ce film pour vous qui êtes là. J'avais envie de m'amuser et j'avais envie de sortir de ma zone de confort justement de personnes qui dessinent ces films, qui les préparent avec minutie et de me prendre cette boule d'énergie que sont ces trois actrices et tous les interprètes du film. Muriel, quand on lit ce scénario-là et qu'on vous propose ce rôle, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pense? On se dit qu'on a beaucoup de chance que le scénario arrive sous mes yeux parce que ce ne sera pas un film comme les autres.
Et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que ça va être différent, on le sent tout de suite à l'écriture. On parle, on répète, Pierre a un univers, un ton, le sens de la comédie, l'idée de faire rire autrement, parce qu'il y a évidemment 1000 façons de faire rire, peut-être pas 1000, mais en tout cas il y en a quelques-unes. Pardon, et d'être complètement au service de la comédie telle que la voix Pierre était très intéressant parce que c'était très très précis et être au service ne veut pas dire ne pas avoir de liberté dans le jeu, évidemment. On trouve sa liberté aussi et tout était très très précis. C'est très agréable de faire un film en sachant qu'il ne sera pas ennuyeux et qu'il va intéresser les gens et qu'il va faire plaisir aux gens, que ce sera un film différent. Ça, c'est très, très agréable. Je laisserai ma place à personne. Louise, quel plaisir. Il y avait évidemment, quand vous avez lu le scénario, et puis à l'idée de jouer avec Muriel, de jouer ce tandem vous fille-mère. m'ôtez les mots de la bouche. J'ai trouvé le scénario extrêmement singulier, qui ressemblait à rien de ce que j'avais pu lire. Une comédie vraiment explosive, qui me sortait aussi de mes petites habitudes de cinéma naturaliste, réaliste. Là, tout d'un coup, il y a certaines choses qu'on m'a demandé de pousser à l'extrême, mais ça marche quand on voit le film. Et puis surtout, j'ai rencontré 2 actrices extraordinaires. Muriel, j'étais très intimidée de travailler avec toi, tu le sais, parce que tu es une icône de l'humour. Et d'ailleurs, elle apporte quelque chose dans le film absolument formidable. Donc rien que pour elle, ça vaut vraiment le coup de le voir. Et vous, Florence, quand vous avez lu ce scénario, et quel plaisir il y a à jouer ces personnages, ce personnage-là qui a aux côtés de ces 2 comédiennes très fortes. Le plaisir de cette comédie, pas comme les autres. C'est un honneur que cette invitation de Pierre de participer à son film avec des rôles féminins et surtout des gens qui viennent d'univers très très différents. Gustave Kervern, Sébastien Chassagne, Muriel, Louise. Et du coup, ce serait bien que le cinéma français, il en prenne un petit peu de la graine. Voilà. Et surtout Muriel aussi, qui a fait 4 longs métrages. J'ai appris ça aujourd'hui. Je ne savais pas. Non, je trouve ça trop peu. Et voilà, que les autres réalisateurs aient un peu plus d'imagination. Merci. On ne peut pas faire une meilleure fin. Merci à tous les 4. Merci. La pire mère au monde. C'est bientôt dans les salles et c'est ce soir au FFA. Merci beaucoup. Ainsi s'achève le 3e tapis bleu de la 18e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Et rendez-vous demain pour le 4e avec un avant-première, La Condition de Jérôme Bonnel. Et vont fouler le tapis juste avant eux Pascal Elbé, Zabou Bretman, Roman Boringer, Nils Schneider, Lucas Belvaux, Ramzi Bedia, Lindan Pham et Joséphine Japy.